Bonjour et bienvenue à Attache ta tuque, l'émission On va s'en dire des affaires. Je m'appelle Vincent et je vais être votre animateur pour aujourd'hui. Comme d'habitude, Attache ta tuque a pour but de faire voir de nouveaux enjeux sociaux à chaque semaine. Aujourd'hui, on accueille comme invité Océane Pickerton. Bonjour Océane, comment ça va? Ça va bien, toi, Vincent? Ça va très bien, merci. Olivier Parent. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien, merci. Et puis Jeanne Ferland. Bonjour Jeanne, comment vas-tu? Salut Vincent, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Là, pour démarrer, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de table, puis vous me présentez vos enjeux sociaux. Donc, Parfait. on va commencer avec toi, Océane. Oui, donc l'enjeu, je vais discuter de, c'est les crimes haineux puis les lois contre la communauté LGBTQ+. Simplement, dans les dernières années, les législateurs des États ont introduit et passé un nombre énorme d'efforts cherchant à bannir l'accès à les accommodations publiques, les soins de santé, l'inclusion et plus envers la communauté LGBT. L'Union américaine civile des libertés ont pu constater 508 billes qui ont été créées, 84 d'entre eux ont été passés. La Floride, eux, c'est un bon exemple. En mars 2022, le conservateur gouverneur Ron DeSantis, il a, dans le fond, signé le Parental Rights and Education Bill, puis j'ai même une petite vidéo pour vous montrer. OK. The Parental Rights and Education Act, which critics call the Don't Say Gay bill, currently applies to grades K through 3rd. DeSantis now wants to apply it through high school. Aïe, aïe. Donc, cette loi-là, dans le fond, qui a été passée, c'est ça, en avril 2023, cherchait, dans le fond, à bannir l'accès à, dans le fond, parler aux écoles, dans le fond, l'identité du genre et bien l'orientation sexuelle d'une personne, puis c'est ça. Parfait, merci beaucoup, Océane. Maintenant, Olivier, si Ouais. toi, tu peux nous présenter ton enjeu social. Oui, ben c'est ça. Moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de la santé des maladies mentales. Dans le fond, je trouve que c'est un enjeu et un sujet qui est beaucoup plus présent dans notre société depuis les dernières années. Absolument. Puis je trouve ça important d'en parler parce qu'il y a certaines personnes qui sont, on va dire, rattachées à des stéréotypes, comme le fait que les personnes atteintes de maladies mentales soient plus violentes ou que ceux-ci soient plus imprévisibles que d'autres. On ne peut pas dire que c'est pas vrai parce que dans certains cas spécifiques, c'est vraiment, genre, il y a des personnes violentes, mais c'est vraiment des cas spécifiques de personnes qui ont des gros problèmes. Ouais. Mais dans la généralité de l'enjeu, c'est ça, c'est très rare. Puis dans la généralité de l'enjeu, les personnes savent se contrôler, ils ont des traitements, ils sont sous contrôle. Puis ça peut amener aussi le fait que les gens ne comprennent pas tout le temps ce que les personnes vivent. Ça peut amener à du suicide, puis ça, c'est vraiment dommage parce que c'est ça qu'on essaie d'éviter. J'ai un tableau qui a été fait par Statistique Canada en 2017 qui démontre un peu les groupes d'âge par million d'habitants des gens qui se suicident. Puis on voit beaucoup que c'est plus les adultes. Donc les jeunes ne sont pas moins touchés, mais sont moins propices à se suicider que les adultes. Puis je trouve ça juste dommage parce qu'il y en a qui essaient de s'en sortir, qui en parlent à leurs collègues de travail, à leurs amis, à leurs familles proches. Mais comme ils ne sont pas aiguillés, éduqués, ben, ça fait qu'ils n'ont pas les capacités pour les aider. C'est ça. Puis c'est ça qui est dommage. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour les éduquer. C'est ça. Parfait, merci beaucoup, Olivier. Maintenant, Jean, à ton tour, si tu peux nous présenter ton enjeu social. Oui, bien là, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de discrimination environnementale, mais plus précisément de racisme et d'inégalité environnementale. OK, ouais. D'ailleurs, le terme racisme environnemental, ça provient des années 80, des communautés afro-américaines aux États-Unis, à la suite de leur lutte dans les années 60-70. Puis, dans le livre La nature de l'injustice, le racisme environnemental, c'est décrit comme le résultat de politiques ou pratiques environnementales, intentionnelles ou non, qui affectent de manière disproportionnée des communautés racisées ou autochtones. Donc, c'est ça. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certaines parties de la population qui sont plus affectées par des discriminations environnementales, puis bien, ça affecte autant leur santé physique que leur santé mentale. Donc, c'est important d'en parler. Oui, totalement. Merci beaucoup, Jeanne. Mais là, j'ai une petite question qui vient me titiller. Je me demandais pourquoi ces enjeux sociaux-là sont-ils importants pour vous? On va commencer avec toi, Océane. Oui, donc la raison pourquoi c'est vraiment important pour moi, c'est parce que je veux justement venir montrer comment les lois-là sont tellement dangereuses envers la communauté, surtout envers les jeunes, parce que c'est eux qui, justement, c'est ça, mènent la future génération de la communauté. Bien sûr. Justement, comme qu'on vient de voir, l'éducation ayant comme propos l'orientation sexuelle ou l'identité du genre force aucunement les jeunes à devenir homosexuels ou quoi que ce soit. Totalement. C'est simplement pareil comme l'éducation qui est déjà à l'école hétérosexuelle. Ça sert simplement juste à les soutenir, puis les appuyer, puis pouvoir leur offrir de l'aide. Je veux justement aussi venir montrer comment
se faire éduquer avec la mauvaise information, c'est tellement, tellement dangereux. Parce que ça, justement, on peut voir avec Ron DeSantis, ça l'enchaîne, je veux dire, les gens avec le pouvoir de créer des lois contre la communauté envers quelque chose qu'eux ne savent pas trop le fonctionnement. Donc, ça vient vraiment déchirer les vies des personnes. Donc, c'est très, très dangereux pour ce cas-là. Donc, je veux vraiment venir montrer ça. Je suis d'accord. Parfait, merci beaucoup, Océane. Maintenant, Olivier, si toi, tu peux m'expliquer ce qui t'intéresse dans l'enjeu social. Ben, moi, je trouve ça important d'en parler parce que je trouve ça un peu aberrant qu'il y ait des gens qui s'en foutent un peu. Tu sais, mettons, de leurs proches qui viennent leur en parler puis qui sont comme « non, c'est pas vrai et tout », mais que les personnes vivent vraiment quelque chose. Je trouve ça vraiment triste que ça arrive. Puis des fois, ces gens-là, ben, comme j'ai dit tantôt, passent à l'acte. Puis c'est vraiment ce qu'on veut éviter parce que c'est pas le but. Fait que je trouve ça important d'en parler parce que si on arrive à éduquer les gens puis à leur faire comprendre que c'est important de s'instruire sur ce sujet-là, bien, on va avoir réussi, bien, je vais avoir réussi ma mission. Puis c'est juste ça que je trouve plate, que certaines personnes essaient de s'en sortir, puis n'y arrivent pas. Puis parfois, juste d'aider la personne à aller l'accompagner à son rendez-vous, ça peut lui faire sentir importante. Puis c'est juste pour ça que je trouve ça super intéressant d'en parler. Absolument. Et important. Merci beaucoup, Olivier. Maintenant, Jean, à ton tour, tu peux nous expliquer l'importance à tes yeux de ton enjeu social. Oui, bien moi, les injustices sociales, ça m'a toujours un peu touchée naturellement, ce qui m'a mené à vouloir comprendre comment la société fonctionne, pourquoi elle fonctionne comme ça, puis pourquoi on a les enjeux sociaux qu'on a. Puis, ben pour moi, cette prise de conscience-là, elle s'est faite au secondaire avec les changements climatiques. Mais depuis, j'ai un peu plus développé ma pensée, puis j'ai une perspective un peu plus intersectionnelle. Puis ce que je veux dire par intersectionnalité, c'est que souvent, nos enjeux de société sont interreliés. Puis justement, ben, le racisme et les inégalités environnementales, ben, ça regroupe plusieurs enjeux. Puis j'ai l'impression que les gens, peut-être qu'ils en entendent moins parler, sont peut-être un peu moins au courant. Donc je trouve ça important de mettre ce sujet-là de l'avant parce que c'est ça, comme je disais plus tôt, ben, il y a des personnes malheureusement qui sont affectées par ça, donc c'est important d'en parler. C'est ça. Merci beaucoup, Jeanne. Nous avons partagé ça avec nous. On passe maintenant à une courte pause, mais restez avec nous. Le meilleur est à venir. Dans quelques minutes, nous allons faire un jeu de mythes et de réalité. Bonjour, mon nom est Nathalie Morin. Je suis la directrice générale de cette belle maison de retraite qui est le domaine Notre-Dame à Gatineau. La raison pour laquelle j'ai choisi de devenir directrice générale, c'est pour redonner mes connaissances, faire partager mes connaissances avec les merveilleuses personnes qui habitent ici. On apprend beaucoup de ces personnes-là. La plus belle chose que je peux faire avec eux, c'est vraiment de m'asseoir et de les écouter, me partager leur histoire. Moi, je me nomme Jeanne d'Arc Dufour. Je suis arrivée à Chartwell le 15 mars 2019. Donc, ça fait déjà 5 ans que je suis ici. Mais pourquoi j'ai choisi cette résidence? C'est que ma famille habite près d'ici. Donc, pour moi, c'était important que je puisse voir les membres de ma famille plus souvent que si j'étais allée ailleurs. Là. Mon nom est Guette Charon. Je demeure au domaine Notre-Dame depuis 1 an et demi. C'est par décision personnelle parce que je reste dans la ville de Hall. J'ai toujours demeuré en Hall. Et puis, je disais aux enfants, quand ce serait le temps, c'est moi qui déciderais où aller. Fait que ça m'a pris une journée à décider où aller. J'ai 4 enfants, j'ai 2 garçons, 2 filles. Puis j'ai demandé à mes 2 filles de m'accompagner. Je suis venue, puis quand j'ai vu la résidence puis l'atmosphère qui régnait, bien, j'ai décidé que c'est ici que je m'en venais. Re-bienvenue à Attache ta tuque. On est maintenant dans le segment Mythes et réalité.
Donc, juste pour vous expliquer comment ça va se dérouler, Ouais. j'ai ici 3 énoncés en rapport avec vos enjeux sociaux. OK. Je vais vous les lire, puis vous devez répondre si c'est un mythe ou une réalité. Alright. C'est bon pour vous? Parfait, parfait. Parfait, on va passer à la première énoncée. Laisser les gens transgenres utiliser la bonne salle de bain est dangereux et mène à de la violence. Donc, c'est un mythe ou une réalité? Pour moi, c'est un mythe parce que si je me base sur mes valeurs et tout, je vois pas en quoi ça vient causer un problème que la personne trans, Effectivement, ouais. quelle qu'elle soit, décide d'aller dans une salle de bain, autant que ce soit pour homme ou pour femme. C'est sûr. Donc pour moi, la personne est libre de faire le choix qu'elle veut, puis moi, ça me dérange pas du tout. Là. Absolument. Oui, ben moi aussi, je suis d'accord. À mon avis, c'est un mythe parce que je vois pas pourquoi une personne transgenre serait plus dangereuse qu'un autre. Puis, j'ai jamais entendu d'histoire de quoi que ce soit qui est arrivé de quoi de dérangeant ou grave. Donc, j'ai hâte que Sienne nous éclaire là-dessus. Bon, ben, c'est ça, exactement. Je veux dire, vous aviez raison. C'est un mythe. Laisser les gens transgenres utiliser la bonne salle de bain n'est pas du tout dangereux. Puis, ça l'enchaîne aucunement à de la violence. C'est un mythe. Dans le fond, ça vient, cette idée-là, dans le fond, ça vient des conservateurs qui disent que ça peut enchaîner à de la violence, du voyeurisme, puis la fameuse idée que c'est les hommes qui iraient dans la salle de bain pour aller agresser les femmes. Cependant, c'est faux. Et puis, j'ai même une petite vidéo pour vous montrer. OK. A trans person is not going to attack you in the bathroom. If a man wanted to attack a woman that's using the restroom, he can just walk into the bathroom. He doesn't need to put on a dress and long hair to do it. The narrative is that it's all these people that are actually scared of us. That argument is so telling of where we are at when it comes to trans people. Donc, justement, comme elle l'a super bien expliqué, une femme transgenre elle-même, les gens trans ne sont pas des menaces, puis ils essayent simplement d'aller dans les salles de bain comme toute autre personne, tu sais. Puis, il y a aussi une organisation américaine, Media Matters, qui justement travaille en étroite collaboration avec des recherchistes puis des spécialistes. Puis, ils ont pu constater qu'il n'y a absolument aucune de ces occurrences-là qui ont réellement arrivé aux États-Unis, après même que soit un État ou une ville ait abordé des lois pour laisser les gens trans utiliser la bonne salle de bain, soins de santé ou quoi que ce soit. Donc, dans le fond, des lois pour leur sécurité. Puis, il n'y a pas plus rien qui est arrivé. Donc, c'est un mythe, évidemment. OK. Parfait. Merci beaucoup, Océane. On va maintenant passer à la deuxième énoncée. La santé mentale et les maladies mentales sont la même chose. Donc, c'est un mythe ou une réalité? J'aurais tendance à dire que c'est un mythe. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui distingue les deux, mais je sais qu'ils sont différents. Toi, Océane, qu'est-ce que tu penses? Je veux dire, la même chose, honnêtement. J'ai la même opinion que Jeanne. Dans le fond, je ne connais pas exactement la définition de chaque, mais je crois définitivement qu'il y a une différence quand même assez grosse, puis qu'une d'entre eux est sûrement quelque chose de plus à long terme. Donc, si Oli pourrait plus nous éclairer sur ça, ça serait bien. Ben, c'est ça, comme vous l'avez dit, c'est un mythe. Dans le fond, la différence flagrante entre les deux enjeux, on va dire, c'est que la santé mentale, mettons quelqu'un qui est en bonne santé mentale, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de bien avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle quand il va avoir des moments difficiles. Donc, elle va être capable de jumeler les deux puis de s'en sortir. Puis, c'est aussi quelqu'un qui va avoir un équilibre dans tous les domaines de sa vie, donc que ce soit physique, spirituel, émotionnel. Elle va être capable de garder un équilibre sain dans toutes ces sphères-là. Tandis que dans les maladies mentales, c'est quelque chose qui va venir perturber ta vie, ça va la changer de A à Z. Si je prends par exemple la schizophrénie, eux, les schizophrènes vont avoir une version dystopique de la vie. Ils vont avoir des hallucinations auditives, visuelles. Donc, ils n'auront pas les mêmes agissements et comportements que nous. Fait que c'est à ce niveau-là que ça va venir changer ta vie. Puis, il y a plein de possibilités, on va dire, d'attraper des maladies mentales. Ça serait, on pourrait dire, génétique. Il y en a qui naissent avec ça dès leur plus jeune âge. Il y a des gens qui peuvent, on va dire, attraper ça à la guerre. Tu sais, quand les gens viennent de la guerre, les chocs post-traumatiques, c'est considéré comme des maladies mentales. Il y a aussi l'éco-anxiété. Les gens qui sont, on peut dire, anxieux à propos de la crise climatique puis qui sont à fond dans le sujet. Donc, il y a vraiment plein de moyens, on va dire, d'attraper ces maladies-là, même si attraper, c'est pas le bon mot. Puis, vraiment, la différence flagrante, ça va vraiment être de comment tu vas vivre ta vie par après. Puis, on peut s'en sortir. Comme il y a des traitements qui existent, il y a des gens qui vont t'aider à guérir. Puis, tu vas pouvoir vivre ta vie comme tout le monde. La médication aussi. Oui, c'est ça, la médication. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. On va maintenant passer à la troisième et dernière énoncée.
Au Canada, certaines personnes sont victimes de racisme et d'inégalité environnementale. Donc, c'est un mythe ou une réalité? Bon, mon point de vue, je ne suis pas assez éduqué sur le sujet pour avoir vraiment une opinion dessus, on va dire. Ouais. Mais si Jeanne peut m'en apprendre davantage tantôt, moi, je vais être preneur. Mais Oui. Océane? Oui, bien, moi, dans le fond, je pense que c'est une réalité. Je veux dire, je ne suis pas complètement éduquée dans le sujet, moi non plus, mais je veux dire que je peux voir de mes propres recherches ou juste mes propres choses sur Internet qu'il y a définitivement des plats moins favorisés. Donc, oui, Jeanne, si tu pourrais nous expliquer. Oui, bien effectivement, c'est une réalité. Ici même au Canada, il y a des communautés autochtones et racisées qui vivent du racisme et des inégalités environnementales. Puis, bien, ça peut s'exprimer par l'installation d'industries ou d'usines polluantes à proximité de quartiers plus marginalisés où on retrouve malheureusement plus souvent ces communautés-là. Fait que ça fait qu'ils sont affectés de manière disproportionnée à des polluants comme la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Puis, ça peut s'exprimer par aussi l'extraction de ressources naturelles sur des territoires ancestraux autochtones sans leur accord. Ça peut s'exprimer aussi par un manque de représentation, de pouvoir politique de ces communautés-là. C'est ça, qui vivent des injustices, mais qui ne sont pas capables de faire quelque chose à propos de ça. Il y a l'exemple des communautés autochtones au Canada qui n'ont pas accès à de l'eau potable encore aujourd'hui. Fait que ça, c'est quand même assez attristant. Il y a aussi le cas de Grass Narrows où ils ont fait Découverte ont fait un documentaire là-dessus. Donc, ils ont été affectés par un empoisonnement au mercure, ce qui a empoisonné les poissons, ce qui était leur source principale de revenus. Puis aujourd'hui, 90% de cette communauté-là se retrouve avec des problèmes de santé, autant de santé mentale que de santé physique. Donc, vraiment, il y a vraiment de nombreux exemples comme ça, ici même au Canada, où il y a des personnes qui vivent du racisme environnemental, ici même au Canada. Aïe, c'est vraiment triste d'entendre tout ça. Totalement. Mais merci beaucoup, Jeanne, de nous avoir partagé ça. Merci également, Olivier et puis Océane. On en a appris beaucoup sur ce petit segment-là. On fait maintenant une petite pause. Au retour, on se retrouve dans la dernière partie de l'émission pour apprendre comment vous pouvez venir en aide à ces causes. Alors, mon nom est Annick Thibodeau. Je suis psychothérapeute autorisée ici à La Boussole. Et ça fait à peu près... en fait, je suis un des membres fondateurs de La Boussole. Ça fait bientôt 5 ans que je fais partie de l'équipe. Alors, La Boussole, c'est un service qui est offert gratuitement à tous les étudiants du Collège La Cité. Alors, tant et aussi longtemps qu'on est étudiant, on a accès gratuitement au service La Boussole. Puis notre mandat, si j'avais à le dire d'à peu près une phrase, c'est de permettre aux étudiants d'être dans un état optimal pour réussir leurs études. Mais on se comprend que les études sont pas toujours faciles. Alors, si on est capable d'avoir une ressource qui nous aide à mieux gérer ou digérer ces situations-là, bien, c'est ce que La Boussole fait. Il y a à peu près 20% de la population étudiante actuelle qui utilise présentement nos services, puis ça équivaut à presque 1000 personnes par année. Ce qui m'impressionne toujours, c'est la capacité humaine, la capacité des étudiants de se pousser, de se dépasser, de grandir, d'évoluer, puis de réaliser qu'avec certains outils, avec un bon guide, que sont capables eux-mêmes de trouver ces solutions-là. Mais des fois, quand on est tellement dans le problème, on ne voit pas la porte de sortie, on ne voit pas la solution. Alors, d'oser tendre la main, puis de voir l'évolution, puis le progrès après, c'est vraiment de toute beauté. Merci d'être toujours parmi nous. Maintenant qu'on se dirige vers la fin, je veux savoir où vous vous situez dans tout ça. C'est quoi votre prise de position? Vos sujets concernent qui?
Puis, comment est-ce que le public à la maison peut venir en aide? Parfait. Donc, Océane, j'aimerais ça que tu commences. Oui, donc dans le fond, mon enjeu, moi, ça l'affecte honnêtement n'importe qui s'identifie dans la communauté LGBTQ+, dans le fond, peu importe vraiment l'âge, donc c'est ça, le groupe d'âge, ça n'importe peu. Vraiment n'importe qui s'identifie dans la communauté est malheureusement affecté. Il y a aussi même dans certains pays, si tu es juste un allié de quelqu'un de la communauté ou si tu es un parent d'un enfant transgenre ou bien non-binaire, ça peut enchaîner à des problèmes, même au point de le rendre illégal. Oui, dans le fond, le 17 mai 2023, en Floride, dans le fond, ils ont passé cette loi qui s'appelle SB 254. Puis cette loi-là, ce qu'elle fait, dans le fond, elle encourage les parents qui sont en désaccord de l'identité transgenre de leur enfant de participer, dans le fond, à un genre de state kidnapping, donc prendre charge de leur enfant, simplement parce qu'ils sont potentiellement à risque de gender affirming medical care, donc hormones, choses comme ça, qui est définitivement pas rien de dangereux, mais donc c'est ça. Donc, c'est ça, c'est très triste. Donc, pour aider pour que cela cesse, dans le fond, c'est toujours apprécié en tant que personne de la communauté, aux alliés, de vraiment s'informer, dénoncer, puis vraiment republier de l'information pertinente. Sérieux, si tu veux aider, il y a vraiment beaucoup de façons. Un exemple précis que je pourrais donner, ça serait, par exemple, des pétitions. Tu retrouves ça vraiment partout en ligne. Puis, la plupart sont gratuites. Ça prend vraiment quelques secondes à remplir. Puis, c'est vraiment, ça l'aide énormément beaucoup à, justement, le plus de votes qu'on reçoit, le plus, dans le fond, qu'on peut cesser, dans le fond, ces lois-là. Puis, le site, dans le fond, Queer Momentum, justement, est par une femme transgenre qui vient d'Ottawa. Donc, c'est de l'information pertinente envers l'histoire puis tout ça. Donc, si j'ai vraiment un conseil, je peux le donner aux personnes qui regardent, ça serait vraiment d'écouter les gens qui sont de la communauté, surtout de vos alentours, vraiment leur laisser savoir que vous êtes là pour eux. C'est vraiment ça qui fait la différence, d'avoir un point de support. C'est bien, oui. Merci beaucoup, Océane. C'est très bien expliqué. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Maintenant, Olivier, si toi, tu pouvais nous expliquer ta prise de position, ton sujet concernait qui, puis comment est-ce que le public à la maison peut venir en aide? Bien, personnellement, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a atteint schizophrénie du côté de ma mère. Puis il a quand même été chanceux de tomber dans une bonne famille qui a été capable de s'occuper de lui, qui a été capable de le prendre en charge puis d'avoir les ressources nécessaires. Mais c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. C'est pas toutes les familles qui ont la capacité de s'occuper de personnes atteintes de maladies mentales. Puis j'ai un extrait de TVA Nouvelles qui va pouvoir vous expliquer ça. Le jeune homme n'a pas de maladie mentale connue, mais sa mère voit qu'il n'est plus lui-même. Je connais mon fils. Je sais qu'il n'est pas normal. Je sais que ça va revenir. La prochaine fois, ça va être quoi? Comme on a pu le voir, on voit que la mère n'a pas les ressources et les capacités nécessaires pour aider son fils. Puis on comprend très bien qu'elle a peur pour lui parce qu'il peut se mettre en danger toute seule. Donc, généralement, les maladies mentales et la santé mentale, ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge. Il n'y a personne qui est protégé de ça. Tout le monde est à risque, si on veut. Puis, si je peux donner un conseil aux gens, ça serait de s'éduquer sur le sujet puis vraiment d'en apprendre plus pour essayer d'aider au mieux leur entourage si jamais ils ont des personnes qui sont atteintes de ces maladies ou des problèmes de santé mentale. Par commencer par écouter des émissions de télévision, comme à Télé-Québec, il y a une émission qui s'appelle On parle de santé mentale, qui parle vraiment de la santé mentale dans sa globalité. Surtout un peu, ça va parler un peu aussi vers les jeunes, le stress et la dépression, plus pour les ados. Fait que c'est vraiment très intéressant, puis ça touche un autre aspect du sujet. Il y a aussi des livres que les gens peuvent lire pour s'instruire. Il y a par exemple le livre Être bien dans sa peau, qui va parler de la santé mentale. Même chose pour méditer, pour ne plus stresser, puis cœur ouvert, esprit ouvert, qui sont des livres qui vont parler autant de maladies mentales que de santé mentale, de dépression, de stress, de tous ces aspects-là. Puis il y a des sites web que les gens peuvent consulter. Par exemple, le Canadian Mental Health, qui lui va être beaucoup plus axé sur la maladie mentale, donc il va avoir beaucoup plus d'informations, puis ça va quasiment être juste axé sur ça. Tu as aussi le site du gouvernement du Québec, lui va être axé plus sur la santé mentale. Puis tu as le site E-Santé mentale, qui lui va être plus pour les jeunes, avec un vocabulaire plus simple à comprendre, pour que si les jeunes veulent s'instruire, ben, ils peuvent en avoir accès. Il y a le numéro de téléphone tel jeune qui s'affiche à l'écran, que si jamais les gens ont besoin de parler, il y a quelqu'un au bout du fil pour les écouter à n'importe quand, n'importe quelle heure, en tout temps. Ça peut servir en cas d'urgence. Puis il y a aussi les organismes du raccord
qui eux sont à fond dans la recherche pour la santé mentale et les maladies mentales. Donc, si les gens ont la capacité de faire des dons, allez-y. Toujours apprécié. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Maintenant, Jeanne, à ton tour, si tu peux nous expliquer ta prise de position, ton sujet concerne qui, puis qu'est-ce que le public à la maison peut faire pour venir en aide à ton enjeu social? Oui, bien moi, à mon avis, la prise de position à prendre par rapport au racisme et aux inégalités environnementales, c'est la justice sociale et c'est décrit dans le livre La nature de l'injustice comme le traitement et la participation équitable et égaux de toutes les personnes, indépendamment de la race, du revenu, de l'éducation, du sexe ou de la culture, dans la création, la mise en œuvre et l'application des lois, règles, politiques, programmes, et systèmes et structures qui ont un impact sur les écosystèmes dans lesquels elles vivent. Si les inégalités environnementales ont de nombreux visages, la quête de la justice environnementale est universelle. Okay. Je pense que cette citation-là exprime bien pourquoi tout le monde devrait se sentir concerné par l'enjeu, parce que, ben, à mon avis, ben, la justice environnementale, ben, c'est un projet de société dans lequel tout le monde doit s'impliquer pour que ben, plus personne se retrouve face à des injustices. Ah oui, totalement. Puis si j'avais un conseil à donner, ça serait de reconnecter avec notre humanité. Oui, ça sonne un peu cheesy, deep, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment juste de prendre conscience des enjeux sociaux qui nous entourent. Et puis, ben, reconnecter avec notre humanité, c'est aussi prendre conscience qu'il y a du monde qui vit des injustices, puis on devrait vouloir les aider là-dedans, puis les appuyer du mieux qu'on peut. Puis comment on peut faire ça? Bien, à mon avis, c'est de s'éduquer en lisant, comme vous le mentionnez, d'écouter surtout ceux qui sont concernés par les enjeux. Puis ça peut être d'en jaser, un peu comme on fait aujourd'hui. Et puis, pour les gens qui sont plus intéressés à en apprendre davantage sur le racisme et les inégalités environnementales, bien, je leur recommande vraiment le livre « La nature de l'injustice » parce que bien, ça parle des discriminations environnementales, de nombreux cas ici même au pays. Donc, c'est ça, il y a plusieurs rapports de différentes personnes, de différents textes. Et puis, c'est vraiment un sujet qui est encore pertinent aujourd'hui parce que, comme je vous ai expliqué plus tôt, il y a des communautés qui sont affectées par ça ici même au Canada. Donc, c'est vraiment important d'en parler. Là. Parfait. Merci beaucoup, Jeanne. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Je veux vous dire un énorme merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis nous avoir éduqués sur des sujets qui vous passionnent autant. Je sais que moi, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui, puis j'espère que le public à la maison aussi. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec 3 nouveaux invités. Merci beaucoup et bonne journée.